Je vais donc introduire nos propos en indiquant la façon dont on a procédé pour se retrouver là. On a discuté ensemble en collectif, d'abord avec Alternatiba quand Amandine a fait cette proposition. On a donc on a déjà souhaité répondre et être présent et présente, et puis aborder les questions de l'effondrement en interrogeant la qualité biodiversifiée de nos modes d'action. Et finalement, aujourd'hui, on mène une expérience grandeur nature parce que on a eu à s'adapter il y a quelque chose comme 3 heures. En fait, c'est pas nous qui devions être là. Donc, on est l'exemple de la façon dont on essaye de faire ensemble et ce dont on va tenter de vous rendre compte ici, sachant qu'on intervient non pas en tant que spécialiste, mais en tant qu'activiste. Donc il s'agit de rendre compte de comment tout ça nous traverse et comment on le transforme dans l'action. On va commencer donc par une proposition de constat. Ensuite, une proposition de présentation de ce que nous sommes, sachant que nous sommes en définition mouvante, et c'est en ça que ces 3 cartons-là peuvent être remodifiés pour en faire 18 autres. C'est ce qui nous rapproche du vivant, donc on essaiera de voir comment on se définit dans notre façon d'agir, et puis comme je suis celle qui arrive le plus tardivement dans la présentation, je tenterai d'amener une perspective à ça pour envisager comment tout ça se combine pour permettre à des collectifs, à nos collectifs, comment on est en mouvement et en transformation continuelle, et en ça qu'on rejoint des mécanismes du vivant et d'adaptation. Merci Amélie. Du coup, on va vous parler de constats qui en fait sont à la fois personnels et collectifs. C'est-à-dire que tout activiste, militant ou même juste citoyen est amené à se confronter, c'est-à-dire en termes de prise de conscience. Certains vont, alors là on est sur le thème de l'effondrement, certains vont se rendre compte de l'effondrement lié au climat, les fameux 2 ans que le GIEC nous donne en octobre 2018, la montée des eaux, etc. Ça peut être des gens qui vont se rendre compte que on est en train d'exploiter des ressources et que le pic pétrolier approche, par exemple. Il y en a d'autres, comme par exemple Thomas Levillain, qui sont plus sur la biodiversité et l'effondrement des sols qu'on est en train de détruire. Ça peut être aussi les effondrements liés au système économique ou social. En ce moment, les bourses s'affolent, et ça peut être une forme d'effondrement auquel on se prépare parce qu'on est un peu lié au capitalisme, ou alors ça peut être social parce que la distance entre les plus riches, les plus pauvres s'étale. Ça peut être l'effondrement de la santé qu'on a un peu évoqué, l'effondrement du monde bénévole. Enfin, tout le monde, je pense, aujourd'hui est confronté à ces formes d'effondrement. Et donc c'est un peu cette image-là que je pense, en tout cas on partage tous les 3. On se retrouve en haut là, vous voyez, ces 2 personnages là qui disent « Ouh, c'était génial, on est dans les montagnes russes », mais il y a un moment donné où en fait il y a comme une prise de conscience qui se fait. Et ça peut être un petit bout, et puis après en fait au fur et à mesure des rencontres, des lectures, d'un film, en tout cas d'expériences, on est amené à se poser la question de qu'est-ce qu'on fait. Et donc d'abord on se dit tiens, qu'est-ce que je fais? Donc on va changer son alimentation, on l'a un peu évoqué. On va commencer à vouloir changer son mode de transport, etc., etc. On va faire du boycott de ceci, on va en parler avec un tel, etc., etc. Alors on a fait tout ça, et en fait on se rend compte que en fait on est renvoyé à notre anormalité. Ah bon, toi tu manges pas ça? Ah bon, c'est bizarre, tout ça. Donc individuellement en fait on est confronté à des limites. Et en fait ces limites elles sont collectives. Alors donc ça a été dit ce matin, ça a été redit là. En fait il y a cette histoire de système de domination. Alors j'ai mis c'est un peu au pluriel parce que finalement il y en a peut-être qu'un seul, tout mélangé, autour du capitalisme, sur cette planète finie, à cette croissance infinie,
un système patriarcal, un système industriel là, dont on a pas mal parlé déjà, le productivisme, toujours plus, extractivisme, et du coup on est amené à plus avoir de minéraux, ni de ressources fossiles, thermiques, parce que ces énergies fossiles sont brûlées et du coup ça amène à un dérèglement climatique, ce qui renvoie à un système colonialiste, raciste, qui est avec des exploitations nord-sud, etc., etc. Et donc on est confronté à ce système à un moment donné, et du coup on se dit individuellement on peut rien faire. On peut faire des choses, mais ça suffit pas. Et du coup c'est là où on se dit bah je vais peut-être aller voir tiens tel groupe ou tel groupe ou tel groupe. Et c'est là où on va vous raconter un petit peu cette biodiversité de militants, parce qu'on est déjà tous les trois différents et on a des façons de penser et des expériences, des rencontres, des entrées dans tel ou tel et tel effondrement qui fait qu'on est différents. Du coup, ça crée des collectifs différents, un tel sur le nucléaire, un tel sur la biodiversité, un tel sur telle façon de faire, etc. Et du coup, des modes d'action sur est-ce qu'on est non violent, est-ce qu'on va faire des blocages, etc., etc. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on vous raconte un peu ces expériences. Donc on va vous parler du vivant, parce que c'est de ça dont on s'inspire, des liens, du partage, et peut-être poser la question de la résilience, et donc avec notamment Alternatiba. Alternatiba, c'est un mouvement qui est né en 2013 au Pays Basque par l'organisation BC, qui a organisé d'abord des villages qui sont ensuite essaimés partout en France pour promouvoir les alternatives au système capitaliste. Donc c'est ensuite à partir de 2013, donc des villages ont essaimé. Au Mans, il est arrivé le 19 septembre 2015 avec l'objectif de changer de système et pas de climat pour bâtir un projet de société qui est radicalement différent de celui qui nous gouverne actuellement. Alors donc nous ne luttons pas contre le dérèglement climatique, mais contre le système qui le provoque. Car bon, ça a été déjà dit avant, mais alors en chiffres, c'est 10% des plus riches qui provoquent 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez bien que ce ne sont pas les plus pauvres qui sont la cause de l'effondrement actuel, mais bien les plus riches. Les plus riches qui en plus, ne serait-ce que par leur consommation, mais aussi par le modèle qu'ils induisent, créent un modèle que beaucoup essayent d'imiter. Et donc pour atteindre cet objectif, nous poursuivons à Alternatiba plusieurs stratégies. Donc il y a les alternatives avec ces villages. Il y a aussi la résistance aux grands projets inutiles et imposés. Les actions de démonstration, de persuasion, comme les marches pour le climat. Et il y a aussi la non-coopération au système, c'est-à-dire c'est refuser d'aller dans les supermarchés ou d'acheter des produits des grandes multinationales. Donc ensuite, on va vous montrer ce que c'est Alternatiba au Mans. Vous voyez, donc c'est très très simple à comprendre, vous le voyez. Donc vous voyez depuis 2015 et ce village des alternatives. Donc Alternatiba a essaimé au fil du temps de multiples groupes et initiatives. Donc nous utilisons la métaphore du compost, c'est-à-dire que c'est Alternatiba, ça vit, ça s'enrichit, ça évolue, ça s'arrête, ensuite ça peut renaître. Vous voyez, c'est vivant, c'est pas figé ni institutionnalisé. Même si nous croyons à l'organisation, mais c'est chacun qui en fonction de ses envies, de ses énergies, va proposer des alternatives à ce système que nous combattons. Donc ces villages notamment permettent donc qui sont à la base d'Alternatiba, permettent de rassembler dans un même endroit des personnes qui veulent
qui partagent des mêmes modes de vie et qui veulent proposer des alternatives donc à ce système. Donc je ne vais pas décrire voilà, ce schéma, mais ça montre bien que voilà, ça évolue vraiment au fil du temps. Alors Alternativa, donc il y a eu donc ce village, il y a eu une caravane des alternatives, il y a eu une fête des possibles, il y a eu de nombreuses marches pour le climat. Donc, qui nous l'espérons, enfin il y en a une de prévue demain. Alors nous allons réfléchir ce soir à quelle forme lui donner étant donné les circonstances. Et Alternativa, c'est également alors ça a quelques limites, parce que il est important de proposer des alternatives, mais aussi il est important d'avoir conscience que ces alternatives face à des adversaires, face à un système, il est très difficile de pouvoir les mettre en œuvre à une échelle ne serait-ce que locale, mais encore plus mais nationale, pour qu'elles aient un impact. Nous avons des adversaires qui nous empêchent de mettre en œuvre ces alternatives. Et donc nous avons ce que nous appelons la seconde jambe d'Alternativa a été créée en 2015 au moment de la COP21. C'est Action non violente COP21, ANV COP21, qui prône des actions non violentes de désobéissance civile pour agir face à l'urgence climatique. Moi, c'est mon cas personnellement. Voilà, face à l'urgence et la gravité des enjeux, c'est l'urgence d'agir pour faire émerger un mouvement qui soit citoyen, qui soit de masse et populaire, parce qu'il est important d'être nombreux pour pouvoir peser nationalement, qui est non violent. Donc c'est un choix à la fois éthique et pragmatique. Éthique parce que la fin ne doit pas justifier les moyens, et ensuite efficace parce que la non-violence a son efficacité, et cette efficacité a été éprouvée lors de nombreuses campagnes, notamment contre des banques qui finançaient des grands projets inutiles à imposer. Ce mouvement doit être également radical, c'est-à-dire qu'il doit qui doit agir à la racine du problème, et pour pouvoir véritablement changer les choses, et véritablement déterminé pour lutter contre encore une fois ce système qui provoque la crise climatique et l'extinction de la biodiversité. C'est aussi donc c'est ce collectif Action non violente COP21. Donc c'est aussi donc nous réfléchissons aussi à quelles actions. Alors notre principale stratégie sont des actions directes non violentes, de désobéissance civile ou non. Mais alors ces actions, nous réfléchissons toujours à quelles sont les actions les plus pertinentes à un moment donné. Donc nous devons être créatifs, imaginatifs, étant donné l'urgence de la situation. Quelle est l'action la plus efficace à un moment donné pour agir? Ensuite, nous agissons pour la justice climatique. Nous avons parlé des gilets jaunes tout à l'heure, mais aussi pour la justice sociale. C'est extrêmement important. Nous l'avons vu, 10% des plus riches qui provoquent 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc si on ne lutte pas pour l'égalité, nous n'arriverons pas à résoudre la justice climatique. Et donc tous ces modes d'action on l'a vu avec Alternativa, avec ANV, tous ces modes d'action sont complémentaires pour pouvoir agir face à l'urgence. Voilà. Ensuite,
Donc au Mans, Alternatiba et ANV ne forment plus qu'un seul collectif, même si nous agissons de manière autonome. Bon, ces collectifs, nous avons élaboré une stratégie pour agir sur plusieurs plans. Nous sommes conscients aussi des limites de nos actions. Alors pour revenir à la désobéissance civile, toute désobéissance n'est pas désobéissance civile, que nous agissons pour l'intérêt général, pour préserver une planète qui soit habitable et vivable pour nous humains. Ça a été reconnu par un arrêt, par une décision du tribunal de Lyon, en première instance en fin 2019, qui reconnaissait la désobéissance comme un outil de protection de l'intérêt général face à l'inaction du gouvernement et du président Emmanuel Macron, qui fait croire qu'il agit, mais en fait ce sont beaucoup de très belles paroles à long terme, des beaux objectifs, mais qui concrètement il fait croire c'est une parole de Greta Thunberg. Emmanuel Macron fait croire qu'il agit, mais en faisant croire qu'il agit, il nous déresponsabilise, et donc c'est bien plus grave de faire croire que l'on agit alors que l'on n'agit pas. Voilà, et nous, on veut vraiment alerter sur ce double discours, et nous portons une exigence de vérité sur la gravité de la crise et l'inaction du gouvernement. Voilà. Ensuite, par rapport à la question de par rapport aux limites de nos actions, donc nous sommes donc la limite, c'est le nombre. Nous sommes nous devrions être beaucoup plus nombreux pour pouvoir agir sur tous ces fronts et tous ces modes d'action. L'efficacité des actions, effectivement, nous la posons toujours. Est-ce que cette action est véritablement efficace ou non? C'est toujours difficile de le savoir. Et puis la question de la violence, c'est une question qui aussi nous pose question face à l'urgence de la crise climatique. Notre principe de base, sinon, c'est la non-violence, mais nous réfléchissons. Nous savons que dans l'histoire, de nombreuses conquêtes sociales ont été obtenues par la violence, que ce soit en mai 68, on l'a vu avec les Gilets jaunes, ou à Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu de nombreux modes d'action qui ont permis de sauvegarder ce précieux bocage, ou les luttes sociales des ouvriers dans les années 30 aux États-Unis. Et donc, face à l'urgence, on est amené à reconsidérer la question de savoir qu'est-ce qui est violent ou pas par rapport à un système qui, lui, est extrêmement violent, que ce soit la violence économique, sociale du système capitaliste, la violence politique, les violences policières, on l'a vu avec les Gilets jaunes, avec de nombreux éborgnés mutilés, ou même les militants climat qui sont également, on l'a vu suite au décrochage des portraits d'Emmanuel Macron, de nombreuses gardes à vue et des contrôles d'identité, que ce soit la violence institutionnelle. Donc voilà, on se pose plein de questions, et nous n'avons pas la solution pour lutter contre cette crise climatique, mais en tout cas nous essayons d'agir en collectif, parce qu'on pense vraiment que seules les actions collectives face à l'ampleur de cette crise vont nous permettre de nous en sortir et de préparer le monde d'après. Voilà. Okay. Ouais. Merci Arnaud. Alors, du coup, Extinction Rebellion, je vais essayer de présenter ce que j'en fais aussi partie, mais en fait, je fais aussi partie d'Alternatiba, et j'ai aussi agi avec Action non violente COP21, à vous dire, mais ça y est, c'est le bazar. Je pense qu'Amélie, justement, en profitera pour faire la synthèse. Donc, Extinction Rebellion, qu'est-ce que c'est? C'est né vers octobre 2018, ce qui correspond aussi à l'annonce du GIEC, comme quoi il fallait rester en dessous d'1,5 degré, qu'il nous restait que 2 ans, sinon on risquait d'aller vers l'extinction. D'où ce sablier et cette planète, donc ce qui renvoie donc au sigle que vous voyez depuis le début là sur la droite.
Donc c'est un mouvement mondial. Autant Alternatiba, c'est quelque chose qui est né au Pays Basque et qui est resté plutôt dans le monde francophone. Extinction Rebellion, c'est né au Royaume-Uni et ensuite qui a essaimé partout dans le monde, sachant que tout le monde était invité à se reconnaître d'Extinction Rebellion et de rejoindre ce qu'on appelle la base, qui est une sorte de réseau social interne, sous couvert en fait de respecter des objectifs. Donc les 4 qui sont indiqués là. Et sous couvert de principes. Donc par exemple, à partir du moment où une action était violente, et on pourra réfléchir sur ce que c'est que la violence, mais il y a quand même des principes comme la non-violence, la culture régénératrice, ou le fait d'éviter la moralisation ou la culpabilisation. Donc c'est des principes qui, du coup, nous amènent à créer des actions. Et en fait, au Mans, on peut créer des actions qui ne seront pas les mêmes qu'à New York ou qu'en Chine. Mais l'idée, c'est que n'importe où, n'importe qui peut créer un collectif Extinction Rebellion et participer de campagnes à la fois locales, mondiales, et de jouer sur ces différents plans. Donc par exemple, en début octobre 2019, il y a eu une tentative de blocage de toutes les capitales, toutes les grosses capitales du monde. À Paris, vous avez peut-être en souvenir cette image de ces militants qui étaient gazés sur un pont. C'était un blocage à Paris. Et il y en avait à Londres, il y en avait à New York, etc. etc. Parce que c'est un peu la base de l'action que propose Extinction Rebellion. En fait, il faut que le monde, tel qu'on l'avait cité tout à l'heure, avec ces systèmes de domination, il faut qu'on l'arrête. Donc on propose du blocage. Mais pas que. Parce que qui dit blocage, on arrête et puis voilà. Non. L'idée derrière, c'est le principe d'une culture régénératrice, c'est-à-dire de réparer, de recréer quelque chose pour la personne, nos relations et le vivant dans sa généralité. Et donc c'est comme ça en fait que du coup ça se structure. En gros, n'importe qui, vous, quel que soit votre âge, votre condition sociale, vos envies, vos moyens, tout le monde peut faire quelque chose. Et c'est un peu le principe d'XR, c'est-à-dire qu'il y a forcément une cellule, parmi celles que vous voyez affichées, qui peut vous inspirer plus qu'une autre. Donc par exemple l'artivisme, on parlait de remettre un petit peu de poésie et de réenchanter un monde qui serait meilleur que celui qu'on subit actuellement. Et ben c'est un peu son principe, c'est-à-dire par exemple à la marche peut-être qui aura lieu demain, il y avait une petite pièce de théâtre qui était mise en place. Il y a toujours quand on fait un blocage, un réenchantement du vivant où on va planter quelque chose, on va remettre de l'art. Donc artivisme, c'est de l'art et de l'activisme. Et chacun, si quelqu'un est plus dans la recherche, c'est quelque chose de fondamentalement plutôt scientifique, il va aller vers une cellule de recherche. Celui qui est plus dans le réseau va faire de la communication, etc., etc. En fait, l'idée, c'est que dans un collectif comme ça, ça puisse englober toute la diversité des gens. Donc, voilà, quelle que soit la personne qu'on est, on peut être inclus dedans. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Je sais pas. Quelqu'un a envie de faire quelque chose. Je sais pas, des câlins gratuits. Allez, culture régénératrice. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réenchanter un petit peu la personne et nos réseaux et nos relations aux autres. Et ben, on va proposer des câlins gratuits dans le centre-ville du Mans. D'accord. On va faire appel à la cellule de communication pour que du coup ils essayent de faire appel à d'autres personnes et à montrer que ça existe. Et derrière, on va pouvoir éventuellement mettre en place aussi, en parler à la culture, à la cellule sensibilisation, parce que ou la cellule recherche, pour essayer de voir qu'est-ce que provoque un câlin et en quoi ça peut être intéressant socialement parlant. Et puis après, on y va, quoi. On se met au centre-ville du Mans et puis on fait des câlins gratuits avec un panneau comme ça. C'est un mode d'action. On est bien d'accord que ça ne va pas diamétralement détruire le système de domination capitaliste, thermo-industriel et patati patata. Mais n'empêche que les gens, on les touche et on peut leur parler et ça les interpelle et du coup c'est un début de prise de conscience qui les amène à autre chose ensuite. Donc je vais pas m'étendre plus sur Extinction Rebellion, mais dans l'idée c'est ouvert à tout le monde comme toute forme d'autres collectifs citoyens
Je vous invite juste à trouver celui qui vous intéresse, quoi. Et dans chaque élément collectif, on peut aussi s'y retrouver. C'est un peu comme le terroir ou la biodiversité, et c'est un petit peu le propos qu'on va essayer de synthétiser après avec Émilie. Sur cette question de rapprochement de nos qualités de diversité dans le vivant, il y a à la fois ce que nous on va être à même d'analyser comme des dynamiques et en ça de nous inspirer du vivant, comment on va être à même de comprendre ce qui nous agit, ce qui est de l'ordre de l'oppression, ce qui peut nous conduire à nous émanciper, donc à chercher des analyses des dynamiques, de comprendre non pas la pauvreté mais les mécanismes d'appauvrissement, ce qui dans tous ces processus nous permet finalement de nous transformer, parce que ce qui nous fait, je pense, ce qui fait partie de notre désir d'implication dans ces collectifs-là, c'est l'envie d'être transformé, l'ouverture à autre chose, et finalement sans doute moins en comparaison à d'autres associations instituées pour avoir une action en direction, peut-être unidirectionnelle en l'occurrence, vers la sensibilisation, etc. Il y a sans doute dans nos formes d'organisation une envie d'aller-retour, de coéducation permanente, de transformation et d'ouverture. Ça induit aussi que vis-à-vis des autres organisations nous entourant, de notre environnement militant, on cherche aussi à activer cette porosité dans chacune de nos structures, de permettre d'augmenter les surfaces d'échange, les possibilités d'interaction, et puis et en ça nous donner à la fois de la force, parce que comme le disait Arnaud, les adversaires en face sont gigantesques et on se sent extrêmement petit en ce moment et petite, et même si on se sent aussi un peu plus fort de temps en temps. Et donc on explore ça et on apprend, et finalement de notre position de non spécialiste, on se rend compte à quel point l'expérience nous permet d'inventer et nous donne surtout envie de continuer à faire des liens. On est par exemple inspiré, on s'est inspiré au début de la constitution de nos collectifs, on s'est inspiré beaucoup de la permaculture, de toute la question des designs, de tout ce qui permet d'avoir une appréhension complexe de l'organisation, des limites, des environnements. On est aussi nombreux et nombreuses à s'intéresser aux approches écoféministes qui font donc ce lien entre les oppressions patriarcales et les pressions exercées sur l'environnement. Ces liens étant finalement tellement corrélés qu'on peut on peut sans doute les affiner jusqu'à définir un monde, celui dont on cherche à s'extirper comme patriarcal et capitaliste. Et puis également les luttes beaucoup plus anciennes, les luttes amérindiennes, les luttes qui sont sans doute pas très, dont on peut tirer énormément d'enseignements, mais qui sont extrêmement tristes. Puisque l'état du monde nous invite plutôt à nous dire qu'ils et elles ont perdu, vu la destruction de leurs environnements. Aujourd'hui, on cherche donc à se rassembler ensemble pour produire un imaginaire possible, construire un récit qui dépasse celui qui nous écrase à l'heure actuelle. Donc c'est une métamorphose de nos modèles d'existence qui nous pousse à nous réunir. Et Arnaud m'indique qu'il va falloir que je parle de transition, bon, non? Ah oui, à la place de transition. Oui, c'est-à-dire que il y a une chose là qui nous est apparue il n'y a pas si longtemps. On est peut-être un peu lent, mais on a commencé avec ce slogan qui est de dire changeons de système, changeons de système, pas de climat. Non, changeons le système, pas le climat. Et on en est aujourd'hui à dire changeons de système. En réalité, on a cru à un moment qu'on allait pouvoir faire quelque chose, et en fait non.
Donc on en est plutôt à dire qu'il faut changer de système totalement et à remettre totalement en cause. Et en ça, c'est une entreprise extrêmement lourde. On en est à dire que finalement toutes ces bases liées au développement durable et à la transition, on ne peut pas les utiliser. Et donc il nous faut envisager une projection de nos luttes au-dessus de ça, et ça nous simplifie pas les choses. Merci. Merci beaucoup à tous les trois.